Quel point de convergence, quel point d'appui mutuel entre politique de la ville et ESS? J'ai envie de commencer par vous, Fatima Stéphane. Vous êtes la présidente du collectif Passons-nous 13. Vous êtes aussi membre d'un collectif des femmes de quartier à Marseille et vous avez développé une activité de, alors c'est pas Digifab, c'est Fabrique numérique, qui ouvre au mois de septembre quartier des Flamands, qui est votre quartier. Question simple, vous faites de la politique de la ville ou vous faites de l'ESS? Prenez un micro s'il vous plaît. Je suis juste habitante des quartiers prioritaires. C'est tout ce que je fais en fait. C'est être habitante des quartiers prioritaires. Concrètement, cette fabrique numérique, elle a quelle vocation, quel périmètre, elle accueille qui pour faire quoi? Azouz Manaï a raconté tout à l'heure la formation, etc. Vous ouvrez, vous avez ouvert? On va ouvrir dans quelques jours. On a des problèmes techniques. C'est normal. Voilà. Mais on ouvre normalement d'ici le 26 septembre et on met une date plus large. En moins, ça sera ouvert. Qu'est-ce que vous allez y faire? Alors, déjà, on va juste pré-former ou faire un pré-apprentissage à des gamins de 15, 16, 25 ans sur le codage. Et ensuite, on fait des ateliers avec les gamins de 9-15 ans. Et nous, en particulier à Marseille, on va faire aussi des ateliers avec des femmes. Parce qu'on est majoritairement des femmes. Je fais partie du collectif des femmes des quartiers populaires qui ont écrit une tribune après un 5e règlement de compte à Marseille. Pour demander que les saisies de la criminalité soient versées à la politique de la ville. Non, pas la politique de la ville, aux habitants des quartiers populaires. Au projet de la politique de la ville. Voilà, parce que la fabrique numérique, elle va apporter un souffle nouveau dans nos quartiers, permettre aussi. L'idée d'ouvrir cette fabrique, c'est parce que j'ai fait la rencontre de Claude Tika. On va y dire. Et savoir que nos gamins, quand ils sortent au collège, ça dépend. Certains professeurs leur disent qu'ils vont juste finir dans le réseau. Et je pense que c'est pas la solution. Donc la fabrique numérique va leur permettre aussi de savoir que avec le numérique, il y a de l'emploi. Et c'est des emplois qui sont en tension, comme ça qu'on dit, je crois. Et que les quartiers prioritaires font partie intégrante de la France. Donc, c'est des gamins qui sont nés et vivent en France. Donc, ils pourront faire partie aussi du numérique, ouvrir des entreprises ou travailler dans des entreprises qui ont besoin de la main-d'œuvre pour le numérique. Vous êtes à un projet labellisé Grande École du Numérique. Oui. Et vous êtes, je crois, peut-être je me trompe, mais le seul projet issu d'un collectif d'habitants labellisé Grande École du Numérique. Oui. Et aussi, je ne sais pas si tout le monde connaît Marseille, tout le monde connaît les Flamands. C'est la fabrique, elle est dans un immeuble, et juste en face, on a le réseau de grande. Donc voilà, c'est dans les quartiers qu'on veut ouvrir, et c'est là où on voulait l'ouvrir. C'était pas voilà, au pôle de service où il y a tous les services. On parle point d'appui, point de convergence, ESS, politique de la ville. Vous vous êtes mis dans une démarche de validation administrative pour justement obtenir le label Grande École du Numérique. Vous avez dû rentrer dans un cadre administratif super contraint. Oui, mais heureusement qu'il y avait Claude et toute son équipe qui nous ont accompagnés. Maintenant, on a une chargée de mission qui fait très bien ses missions et qui nous accompagne aussi. Ouais, on a été obligé de rentrer dans tout ce qui était administratif. Donc, vous êtes rentré dans la politique de la ville?
Oui, je suis un quartier positif de la ville, oui. Ouais, j'y suis née, j'ai grandi, ouais, je crois que je vais mourir là. Claude, Sicard, vous êtes le président fondateur du pôle S, cofondateur, qui est, je crois, une des premières fabriques du numérique, installée en tout cas en pied d'inox, c'était à la Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne, avec justement la volonté, dès l'origine, on en parlait tout à l'heure, de sortir, non c'était Azouz Mana qui en parlait, je te voyais au pied du chef, de sortir de l'assignation professionnelle, en disant voilà, il faut qu'on arrête de faire des coffres brancheurs et de l'espace vert et de l'entretien, en tout cas on ne peut pas faire que ça, quoi. C'était le point de départ. On l'a bien vu tout à l'heure dans la présentation de l'étude de Benjamin Roger. En plus de l'assignation territoriale, les habitants des quartiers populaires ont une assignation professionnelle. Une assignation professionnelle, emploi à domicile, VTT, etc. Il se trouve, alors tu m'as pas posé la question de l'économie. Celle qui était prévue, parce que je voulais suivre le propos de Fatima Mostefaoui, économie solidaire et politique de la ville. J'allais dire que nous, on est dans une double filiation. Double filiation parce que, pour un petit rappel historique, 27 mars 1987, circulaire au secret, création des associations intermédiaires. 27 mars 1987. Octobre 87, création, naissance du pôle au cœur d'un quartier populaire, celui de la Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne. Ça a été la 200e association intermédiaire créée en France. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble de l'insertion par l'activité économique, c'est pas loin de 4000 dispositifs qui sont mis en œuvre, dont beaucoup, notamment les régies de quartier, dans le quartier politique de la ville. Il y a aussi une filiation naturelle qui est historique, qui est quel rapport entre politique de la ville et économie sociale et solidaire. Il y a un fait historique, c'est la première des luttes urbaines, la gare de l'Alma, l'auto-organisation des habitants et la création des riches de quartier. Donc il y a une filiation qui ne se discute pas. Et si on regarde attentivement ce qui se passe dans les quartiers populaires, Éric Priat aussi faisait référence tout à l'heure, c'est un lieu d'innovation. Les crèches solidaires sont nées dans les quartiers populaires. Les garages solidaires sont nés dans les quartiers populaires. À partir aussi souvent d'une économie dont on n'a pas beaucoup parlé, on y reviendra certainement, c'est l'économie informelle. Alors, ce qui est intéressant, et quand on s'est saisi de cette question de l'économie numérique, des dispositifs pouvoir qualifier à des... Au-delà de l'économie numérique, c'est la volonté politique de désassignation. Oui, on en parlera avec la saison 3. C'est vrai, mais j'allais dire, c'est un peu par hasard. Un peu par hasard, c'est parce que nous avons eu la chance d'avoir un haut fonctionnaire hétérodoxe, un sous-préfet à la ville, ça existe, les sous-préfets hétérodoxes, ils sont rares, mais ça existe, qui nous a permis de dédier et financer un premier dispositif de référent digital, d'initiation au métier du numérique. Et c'est à partir de là, nous avons créé un petit de travail, notamment avec un membre du conseil d'administration qui faisait à l'époque partie de canopée le bras armé de l'éducation numérique du ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons créé une école du web, la première école du web qui forme au métier d'intégrateur, de développeur dans les quartiers. Avec la volonté évidemment politique de sortir de cette assignation dont parlait très très bien tout à l'heure Azouz, à partir de sa propre expérience personnelle et de ce que nous voyons nous au quotidien. Avec l'intitulé du début, c'était de fabriquer des couteaux suisses du numérique. Au départ, c'était ça. Oui. C'était le référent digital, pardon. Et excusez-moi. Et à partir de là, on a imaginé notre dispositif. Et un peu là aussi par hasard, il faut rendre hommage à, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais à Fadela Benrabia, la préfète à l'égalité des chances, qui en 2007 dit voilà, j'ai il faut la dépenser, j'ai 50 000 €
t'as pas un truc à faire là sur le numérique. Alors voilà, Il ne faut pas le dire comme ça. Alors je dis oui, on va faire tiens, un Fab Lab, on va ouvrir une fabrique numérique. Et on a ouvert une fabrique numérique pour le 9-15. Et de là, deuxième, troisième étage de la fusée, après les écoles du web, le Fab Lab 9-15, on est passé sur les 7-25 dans le cadre de la remobilisation des jeunes décrochés par le système, en vue d'offrir des parcours et ouvrir des champs de possibles professionnels. Le tout étant labellisé grande école de numérique. Bon, j'allais dire, ça c'est intéressant, mais il manquait un pan à notre histoire. Et c'était la participation citoyenne et la participation des habitants. Même si effectivement au sein de nos effectifs et au sein de notre encadrement, plus de 30% des cadres sont issus des quartiers populaires. Et il y en a quelques-uns, et parmi nous, des premiers de la classe qui ont fait Sciences Po Paris. Je fais référence à Edia qui va animer tout à l'heure une table ronde, qui va participer à une table ronde. Et il manquait cet étage. Il se trouve que Fatima, je la connais depuis plusieurs années, et on milite au sein de la coordination nationale Face à nous, qui est un collectif d'habitants des quartiers populaires, en termes de prise de parole et d'interpellation des pouvoirs publics. Il se trouve qu'elle est venue, elle, nous rencontrer et nous a dit voilà, ton truc, ça m'intéresse, etc., etc., etc. Et on l'a soutenue, a vu qu'elle ouvre un Fab Lab. Et demain, elle va aussi s'engager dans la médiation numérique à travers le projet AMI, dont il était fait référence précédemment. Et là, je pense que là, il y a tout un pan des politiques publiques qui est à creuser. C'est pas tout de lancer des appels à projets, en manifestation d'intérêt, ou d'inciter les habitants des quartiers populaires à participer. Encore faut-il les inviter, les accompagner pour qu'ils participent sur des dispositifs concrets. Et ça a été ça notre démarche. Justement, dans votre mariage de raison autour de la fabrication du Fab Lab de Marseille, je rappelle très vite, Claude, qu'entre Villeneuve-la-Garenne et Marseille, il y en a 5 ou 6 qui ont ouvert en Île-de-France, Pantin, Romainville, Sarcelles, je crois, Poissy, pardon. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez justement, en termes de réponse à une injonction de la politique publique, sur quel terrain, qu'est-ce que vous vous apportez les uns les autres? On comprend bien, Fatima arrive avec une envie. Comment est-ce que cette envie, elle se transforme pour intégrer un dispositif politique de la ville et ensuite générer une activité d'économie sociale et solidaire? C'est peut-être une réponse à deux voix. Hein. Je réponds. Non, bah, pas forcément. Elle te contredira ensuite. Pour répondre à des franchises, ça fait aujourd'hui, ça fera quelques semaines, 33 ans que nous sommes nés au sein de ce quartier. Nous sommes aujourd'hui une association relativement importante, 180 salariés, 4 millions de chiffres d'affaires, un tout petit peu identifié comme un acteur historique des quartiers populaires. Si peu. Nous sommes presque devenus des professionnels de la profession. Autrement dit, avec une dimension un peu institutionnelle. Et ce que nous a apporté le collectif de femmes, parce que c'est 90, c'est une centaine de femmes, ce collectif, nous a revivifié dans notre dynamique personnelle, qui a été absolument essentielle au sein pour notre équipe et pour imaginer des possibles de ce type. Comment effectivement envisager, et ça c'est un cadre qu'il faudra poser dans ce séminaire, comment envisager et penser une association avec un tout petit 5 000 € de subventions politiques publiques par an peut recevoir 300 000 € de subventions et développer un nom propre en projet. Et ça, c'est un des angles morts de la politique de la ville. C'est la participation citoyenne et aussi, je crois que Hélène Bouchard faisait référence à la revitalisation des contrats de ville ou la revitalisation de la participation. C'est un angle fort à imaginer sur les deux prochaines années de contrat. En gros, si je traduis ce que tu dis, vous aviez l'envie, vous aviez le maillage territorial et vous manquez l'ingénierie de projet.
Oui, mais après, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'un quartier prioritaire, mais qui fait partie des premiers quartiers prioritaires, donc le Grand Saint-Barthélemy à Marseille. On a toujours été un peu révolutionnaire les associations depuis la mort de Lawari qui a été assassiné par un CRS. Donc ça nous a permis aussi d'être plus vifs et créatifs. Après, je fais partie, dans mon quartier, ça a été la première régie de quartier qui a été montée au Flamand pour les habitants et par les habitants. 40 ans après, les habitants qui ont créé cette régie de quartier sont juste en insertion. Ça fait 25-30 ans qu'ils s'insèrent. Et dans la direction, c'est d'autres personnes qui sont là. Donc moi, je me dis que si moi, j'arrive à ouvrir une fabrique numérique, une deuxième aux Égalades, si j'arrive à faire de l'économie solidaire et sociale et que les habitants qui sont là prennent la relève, la direction ne changera pas. Et là, obligatoirement, les politiques publiques et certains agents dans la politique de la ville et certains délégués du préfet ou certaines personnes qui viennent travailler dans un quartier pour en vivre, arrêteront de nous mépriser. Ce que vous dites, c'est que les valeurs de gouvernance de l'économie sociale et solidaire doivent être finalement la boussole de développement des projets financés par la politique de la ville. Voilà, c'est pas quelqu'un qui vient de je sais pas d'où, qui m'impose son projet et qui me dit à moi, juste toi, tu me ramènes tes habitants. Donc moi, je ramène le bétail et moi, après, à la fin, j'ai rien à manger. Aujourd'hui, dans nos quartiers, ce qu'on essaye de développer et d'outiller, parce que moi, le mot... outiller, voilà, parce que dans nos quartiers, on est en politique de la ville et si les habitants, on leur dirait, on est en 2019, quand je leur pose la question, qu'est-ce que c'est un quartier politique de la ville, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, je me dis, si eux, ils ne savent pas où ils sont, et si eux, ils ne savent pas qu'ils sont en quartier prioritaire, et qu'on met des moyens pour eux, c'est normal qu'ils accepteront toujours les autres quand ils viennent pour leur expliquer les choses. Et qu'on leur dit, tu ne sais pas faire, moi je vais t'expliquer, juste tu me suis, tu t'assois, tu perds 8 heures de ta journée, et moi après je vais expliquer à la politique de la ville que j'ai eu un pourcentage avec un camembert, tant de personnes. Donc moi ce que j'essaye dans le quartier avec le collectif des femmes, c'est de leur dire, non, on vous outille. Et après, ça permet aussi de valoriser. Et ça permet aussi d'avoir une relève. Moi, je dis souvent que, par exemple, la fabrique numérique, c'est mon bébé. Je ne vais pas donner mon bébé à éduquer à une nounou qui va le frapper. Donc, je vais donner à une nounou qui va être super sympa, qui va l'éduquer, qui va lui apprendre à lire, qui va essayer de lui donner des valeurs. Eh bien, c'est ça. Le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le groupe de femmes, c'est de dire stop, ça suffit. On a des restaurants, on sait bien cuisiner, on sait coudre, on sait faire des choses qui permettent. Juste un exemple, on en a une qui a un restaurant qui fait de la bonne cuisine, mais qui fait de la cuisine mondiale, ça veut dire qu'elle est du sud de l'Algérie, mais qui fait des super bons nems. On a l'impression que c'est une asiatique qui en a fait. Elle fait du mafé, on a l'impression que c'est une sénégalaise qui le cuisine. Et elle avait un projet de restauration. Comme elle ne savait pas trop comment s'organiser, on l'a filé à une autre personne, son projet, puisqu'il a été monté, elle a payé pour le monter. Donc aujourd'hui, je me dis, ça suffit, il ne faut plus que les projets filent. On fait le projet, on le mène jusqu'au bout. Et comment on va chercher l'ingénierie? Ça veut dire que, mais après, c'est une histoire d'amour. Entre Claude et moi, c'est une histoire d'amour. C'est pour ça que je lui fais confiance, il me fait confiance. Et j'ai été chercher l'ingénierie chez lui, parce que je savais qu'il avait et je savais que je pouvais lui faire confiance. Et qu'elle était respectueuse. Et qu'elle était respectueuse et qu'elle était honnête. Est-ce que finalement, ce que vous racontez, c'est le passage du besoin à l'envie? Quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'inventer un dispositif, c'est vous qui dites on a envie de faire ça. Oui, mais dans mon quartier, on invente toujours des choses. Et par exemple, la fabrique numérique, elle sera pas, elle aura une spécificité au Flamand qu'elle n'aura pas aux Égalades, ou qu'elle n'aura pas à Pantin. Mais oui, de l'envie, ouais, de l'envie à la réalisation, bien sûr.
Mohamed Nabali, je vous vois. Bah alors, allez-y. Je vous présente quand même en deux mots, peut-être, si vous voulez bien, parce que bien. Tu es donc à l'origine de Novaïdia, qui est SIC, pardon, qui a développé un projet d'agriculture urbaine au début, qui est la ferme des possibles, beaucoup plus que l'agriculture urbaine. Je voudrais bien quand même qu'on commence aussi par la même question, ESS ou politique de la ville, parce qu'aujourd'hui, tu es maire de l'Île-Saint-Denis. Politique, développement économique, où est-ce que se passe finalement l'hybridation entre les deux? J'essaie de faire la passerelle avec Fatima par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Par rapport à également ce que tu as dit, exemple, nous, l'Île-Saint-Denis, on est sur le sud de pleine commune, aux portes de Paris. Donc, on fait partie plutôt des quartiers populaires proches d'une centralité qui est l'Île-de-France et Paris. Et donc, du coup, on a des mécanismes totalement différents. Exemples qui sont similaires à ceux de Marseille. Exemple, chez nous, à l'Île-Saint-Denis, je dois avoir quasiment l'intégralité du territoire qui est en politique de la ville. Donc, j'ai envie de vous dire politique de la ville ou politique de la ville. Donc, je ne me pose pas la question comme ça. Ensuite, ce qui est violent pour nous, et ce que j'ai entendu à travers ton expression, c'est l'image qu'on renvoie par rapport à l'autre. Déjà, il y a une première image, c'est l'image de la périphérie par rapport à la centralité. Il y a des sortes de barrières imaginaires à gommer pour pouvoir échanger et se faire confiance. Et le projet Novaïdia, il vient de cela. C'est comment on arrive à se parler. À travers ce que tu as dit quand j'ai entendu parler de mépris, quand j'ai entendu parler de confiance, c'est la question du nous et c'est la question de comment on arrive à travailler ensemble. Et quand je dis nous, c'est, enfin, moi je l'ai vécu. J'ai aujourd'hui 34 ans. Quand j'ai monté Novaïdia, j'en avais 27. Et on me renvoyait à des jeunes des quartiers populaires. Voilà. Et je vois Patrick est là, je vais être un peu grossier, je vois un vieux blanc qui était élu à pleine commune, je voyais par excellence l'élu de la République et les services, etc. Mais en fait, ce que j'essaie de dire par là et par rapport à ce que tu dis, c'est la question de comment on s'apprivoise et comment on parle le même langage. Et ça, c'est le premier sujet qui est peut-être important par rapport au débat politique de la vie, ville et ESS. Je vais l'élargir, on a un sujet entre droit commun, politique de la ville et ESS et population. C'est comment on coordonne tout ça et comment on se parle et comment on fait les choses ensemble. Moi, j'ai identifié 2-3 leviers qui sont importants, que tu as plus ou moins explicités. Il y a la question de donner du temps au temps. Pour pouvoir se connaître, il faut se donner le temps. Et se donner le temps, ça veut dire quoi? Prendre le temps de faire les choses ensemble. On a un premier sujet de temps, c'est les calendriers. Donc, le calendrier de la politique de la ville est assez clair. Voilà. À côté de ce calendrier du politique de la ville, il faut prendre en compte les enjeux du droit commun. Voilà. Quand je parle du droit commun, c'est tout simple. On a la politique de la ville sur l'emploi, qui est un volet emploi. À côté, on a tous les acteurs de l'emploi qui font pas mal de choses. Et c'est comment on arrive à créer une cohérence entre besoins et solutions. Et ça, c'est quelque chose qui demande de s'apprivoiser et d'avoir le temps de comprendre les enjeux des uns et des autres. Quand tu dis, la personne de la politique de la ville, il me dit, non, moi c'est ça, parce que c'est ça mon projet, parce qu'elle a un cadre spécifique. Voilà, notre enjeu, c'est comment on arrive à tordre le cadre pour pouvoir répondre à une solution territoriale. Premier sujet. Deuxième volet qui est pour moi le plus important, c'est la question de la reconnaissance des inégalités territoriales. On a un sujet en France qui est, on a bâti notre République autour des valeurs de liberté, égalité, fraternité. On est tous d'accord pour cela, mais il faut qu'on se le dise. C'est une visée et c'est un travail au quotidien pour y arriver. Et moi, je lui dis très clairement, nous vivons sur des territoires qui ne sont pas égaux. Et du coup, il y a un travail à faire pour qu'on ait du service public, pour qu'on ait les mêmes niveaux de service public, pour qu'on ait les mêmes égalités des chances sur nos territoires. Et la réflexion qu'on a, c'est comment la politique de la ville intervient sur ce champ-là. Et donc, moi, ma réflexion, elle est sur, il y a la politique de la ville qui est là pour faire de la réparation, l'ESS qui est là pour faire de la réparation, le droit commun qui est là pour accompagner nos populations. Et toute notre réflexion, elle est sur comment on arrive à créer une cohérence générale, une coordination entre tout cela. Voilà un peu les deux
pistes par rapport à ce que tu as dit qui me semble bien intéressant. L'ESS, pour toi, Mohamed, est là pour faire de la réparation? Pas que. Pas que. Ouais. Je caricature par rapport aux propos que je viens de transmettre. Je vais être un peu. Est-ce que justement, ce n'est pas le premier levier d'émancipation et de reconnaissance pour les habitants des quartiers populaires en termes d'acteurs économiques? Et est-ce que ce n'est pas là, finalement, qu'est le nœud de la problématique, de la question du jour? Mon ressenti personnel, politique de la ville, économie sociale et solidaire, etc., ce n'est pas forcément des sujets qui parlent naturellement dans nos quartiers. Ce que je veux à nos populations, c'est bien vivre. Et donc, le schéma, il est très simple. C'est je détecte naturellement les besoins de mon territoire, je vois des opportunités et j'essaie de trouver des solutions. Et on a développé sur nos territoires la notion d'innovation dont tu parlais. Moi, je parle de système D. On a développé des mécanismes de système D avec nos propres ressources pour essayer de combler les besoins. Et c'est de là que je parle de réparation. Mais au-delà de cela, il y a des ambitions également de faire du développement territorial. Et donc, l'exemple du projet Novalia et de ce qu'on essaie de faire sur pleine commune, c'est celui-ci. C'est quelles sont nos spécificités territoriales pour en faire de l'attractivité territoriale et permettre à nos populations de trouver leur place dans ce territoire. Donc, la question du passons-nous, nous, on le vit, on le ressent comme cela. Donc, par rapport à ce que je disais, on est aux portes de Paris, avec une belle attractivité autour, et on se dit comment on trouve notre place sur cette métropole du Grand Paris. Bah, toute notre stratégie a été de dire on a plein de grosses entreprises qui sont sur Paris, la Défense et la Plaine-Saint-Denis, et c'est comment on crée des bases communicantes entre nos quartiers et les entreprises. Et donc, on est parti détecter les besoins des entreprises autour de la restauration, autour de la logistique, autour de l'alimentation, et on s'est dit on va proposer des offres complètes aux entreprises pour pouvoir répondre à leurs besoins et répondre aux besoins de nos populations. Et là où l'institution nous accompagne et nous aide, c'est à créer les conditions de confiance. Donc, par rapport à ce que tu disais, pour moi, les collectivités sont importantes en tant qu'accompagnateurs. Elles sont là pour accompagner et faciliter les interactions et le lien. Et il y a un partage de vision. Dans la SIC Novalia, la coopérative que je dirige, il y a 5 collèges. Donc, Patrick, dont je parlais tout à l'heure, on est l'un des administrateurs en tant qu'élu de pleine commune. Il y a la ville de Stein, il y a le département qui fait partie de la SIC. Il y a des entreprises de ce territoire, des entreprises de la restauration, de la logistique. Il y a des associations, il y a des habitants et il y a des salariés. Et ce qu'on a essayé de faire, justement, c'est comment on arrive à mettre en musique un projet de territoire à travers ces parties prenantes. Et on a des intérêts communs et on a des points de vue divergents sur certains sujets. Et ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que faire de la coopération, c'est pas naturel. Faire de la coopération, c'est accepter des contradictions et des divergences, et c'est trouver des points de consensus pour pouvoir avancer et travailler. Et pour moi, l'enjeu de la politique de la ville en jonction avec l'ESS, il est autour de l'économie sociale et solidaire à sa visée, à sa vision. La politique de la ville a également ses ambitions. On a des points communs, on a des points divergents. Et en fait, les points divergents qu'il va falloir travailler dans les mois et les années à venir qui vont nous réunir, c'est la question de la gestion de la ressource. Voilà, la politique de la ville, aujourd'hui, il y a une grosse réforme qui se prépare sur il faut réduire le périmètre d'action de la politique de la ville à certains champs. Très bien, c'est un fait. Le secteur de l'économie sociale et solidaire dira, pour certains, je reprends le tableau, notamment la partie cohésion sociale, qui va être moins prenante dans la politique de la ville, je parle sur mon territoire, c'est les enjeux de proximité, vont créer des décalages. Et donc, du coup, c'est comment on va inventer des passerelles et des jonctions pour pouvoir répondre aux enjeux de proximité et aux enjeux de développement et d'attractivité de nos territoires, et donc de sortir de ce décrochage de nos territoires porté par la politique de la ville. Est-ce que ça veut dire qu'un dispositif politique de la ville qui réussit devient un dispositif d'ESS quand il se pérennise? Compliqué la question. Et signalez-vous si vous voulez intervenir dans la salle,
Ce que je pense, c'est que déjà, on a un enjeu entre comment on arrive à trouver des équilibres entre politique spécifique et politique de droit commun. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Ensuite, l'économie sociale et solidaire et les acteurs de l'économie sociale et solidaire revendiquent une certaine autonomie. Dans cette certaine autonomie, ils ont quand même un lien au territoire et donc aux politiques du territoire et aux politiques spécifiques. Et j'ai tendance à dire que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont intérêt à prendre dans leur champ d'action les politiques spécifiques qui les intéressent, voilà, et garder une certaine autonomie sur le reste en disant que ce niveau d'autonomie, ça s'appelle le risque, voilà, et qu'ils vont devoir le porter. Et que, du coup, à partir du moment où l'économie sociale et solidaire arrive à prendre une place et à stabiliser des dispositifs, effectivement, est-ce que c'est pertinent que la politique de la ville reste sur ces dispositifs-là? Ça peut se questionner. Est-ce que finalement, la politique, dans l'articulation entre les deux, est-ce que la politique de la ville n'est pas le fond d'amorçage en matière économique, hein? Est-ce que la politique de la ville ne peut pas être le fond d'amorçage d'initiatives de l'ESS? Je ne pense pas. Parce que, moi, je ne pense pas. Il y a un truc important qu'il faut qu'on se dise. On est sur des territoires d'accueil. C'est-à-dire que très loin, avec 20% de la population qui voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai tendance à dire que on a des populations qui arrivent avec de l'énergie, de la dynamique. On va les accompagner à travers la politique de la ville et d'autres dispositifs. Beaucoup vont partir, d'autres vont arriver. Et donc, les dispositifs doivent se renouveler pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Les dispositifs, il ne faut pas les lier à des personnes, il faut les lier à des territoires. Et donc, du coup, c'est comment on accompagne nos territoires à accompagner nos populations. Petite réaction par rapport à ça. Et puis, j'aimerais bien qu'on aborde aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, le passage de l'économie informelle à l'économie formelle. Justement, une autre forme de structuration, mais je vous le redis, l'heure tourne. Si vous voulez intervenir, faire des remarques, poser des questions, c'est le moment, parce que il y en a une. Claude. C'est une question ou c'est. D'accord. Le temps que le micro arrive. Politique de la ville ESS, territoire et dispositifs, besoins des habitants. Là aussi, il y a un angle qui me paraît important de citer, de regarder. C'est on n'a pas, nous, vocation uniquement à répondre aux besoins des habitants. Il ne faut pas oublier, justement, dans le cadre de l'économie informelle, que les habitants sont en mesure de s'auto-organiser afin de répondre à des besoins non couverts par le marché de l'État. Et cette économie invisible, qui n'est pas suffisamment prise en compte dans les quartiers, qui fait aujourd'hui l'objet, au niveau du CNV, d'une saisie ministérielle pour essayer qui devra rendre compte de ce travail les semaines qui viennent, et afin de. Je précise que tu es membre du CNV. Oui. Et je porte cette question. Tu n'as pas le droit d'en poser les conclusions. Et je porte cette. Oui. Ouais. Mais néanmoins, bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, cette économie informelle dont on est témoin dans notre quotidien, nous les premiers, sur les cuisines, sur les coiffeurs, la couture, etc. C'est comment l'ESS aussi peut se saisir de cette question et travailler à sa transformation pour éviter évidemment qu'on maintienne là aussi des individus qui ont imaginé des dispositifs qui répondent à des besoins, mais qui restent néanmoins dans des situations de grande précarité. Ça, c'est un enjeu. Et là aussi, tu parlais de restriction des moyens, etc. Je parle sous le contrôle de Sabine. Mais comment accompagner ces transformations, comment mieux accompagner l'économie sociale et solidaire, quelle ingénierie mobiliser? Là aussi, il faut savoir qu'il y a, je crois, il y a un partenariat CDC et État, une enveloppe qui est réservée de près de 90 millions d'euros pour l'ingénierie. En 2018, à peine 36 millions dépensés. À peine 36 millions dépensés. Comment on adapte ces conventions, ces possibilités d'accès à ces financements pour qu'on puisse travailler sur le développement de projets
de ce type. Monsieur, on va faire une série d'interventions. Bonjour, Thierry Sellier, responsable du service politique de la ville à la mairie de Sarcelles. Il me semble que dans le cible ESS, le parent pauvre, c'est souvent la première lettre, le E, économie. Concrètement, je voudrais savoir à ceux qui se sont lancés dans ces projets, notamment un des intervenants tout à l'heure, je n'ai pas le nom du premier atelier, voilà, c'est ça. En quelle mesure, il me semble qu'il y a une pierre d'achoppement, une difficulté dans l'ESS particulière, c'est l'injonction à ce que surtout l'ESS ne soit pas dans l'économie, ne vienne pas contrecarrer la concurrence libre et non faussée. Et donc, du coup, en quelle mesure vos projets ont pu se pérenniser et véritablement s'ancrer dans l'économique, dans la professionnalisation et non pas rester simplement du social et du solidaire, voilà, pour faire simple, pour faire plaisir aux acteurs publics, mais est-ce que véritablement ça permet de passer à quelque chose de vraiment, voilà, un pan de l'économie en soi. Alors moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit là, sur le territoire de Sarcelles. Il y a ça rejoint ce qui vient d'être dit, il y a des sortes de maquis à l'africaine, c'est-à-dire des petites gargotes qui proposent des plats pas chers aux habitants et où on peut se servir. Là, tout ça fonctionne de manière informelle. Il me semble que là, il y a un vrai champ de professionnalisation et d'accompagnement. Il ne faut pas qu'on perde le fil non plus. Ces acteurs l'ont créé d'eux-mêmes. Il me semble qu'on doit pouvoir accompagner ça sans perdre l'esprit qui a présidé à la création et du fait que encore une fois, il y a cette injonction à surtout que ce restaurant, de manière informelle, ne vienne pas contrecarrer les restaurants classiques, etc. Souvent, on perd. Et donc, voilà, j'ai envie de savoir comment vous arrivez à avancer sur ces questions. Merci. Sur la question de la concurrence, finalement. Mohamed, peut-être avec l'exemple très clair de Novaedia, créé en 2013. Nous, dès la première année, on était rentable. Donc, du coup, on a un modèle économique qui est très simple. 80% de chiffre d'affaires, 20% de subvention, 10% de marge. Donc, on a des ratios très classiques. Aujourd'hui, on porte un investissement d'un bâtiment de notre siège de 5 millions d'euros. Et en fait, il faut sortir de ce prisme qui est de penser que l'économie sociale et solidaire n'arrive pas à trouver de pérennité par elle-même. C'est la question de notion de risque que je disais tout à l'heure. En fait, la partie subvention, pour moi, c'est le lien au territoire. Quand on prend une subvention, c'est sur quelque chose de spécifique. C'est le lien au territoire et à une politique spécifique. La partie chiffre d'affaires, c'est le besoin qu'on a identifié, qui n'a pas été géré par le marché classique et qu'on essaye de résoudre par d'autres méthodes. Donc, il y a la question répondre à un besoin et ensuite il y a la question comment répondre à un besoin. Exemple, nous, on essaye de répondre à ce besoin en disant il y a d'abord un besoin local et social qui est de recruter les jeunes de nos quartiers ou les personnes éloignées de l'emploi. Et donc, du coup, notre boulot, c'est de créer de la richesse, voilà, mais de répondre aussi à des déficits sociaux ou à des enjeux locaux qui n'arrivent pas à être répondus par le marché ou par les collectivités. Et vous allez chercher votre business à la défense et dans la centralité. Et dans la centralité autour de nous. Monsieur. Oui, bonjour, Jean Bézine, donc je fais partie de la coordination Passons-nous, les militants associatifs sur la ville de Roubaix. Merci pour les interventions. Je voudrais commencer, ça a été dit tout à l'heure, en fait, pourquoi l'ESS? On l'a dit, hein, des activités non couvertes par le secteur marchand, c'est le constat. C'est pour ça l'histoire de la concurrence entre le marchand et le non-marchand. De toute manière, c'est des activités non couvertes par le business. Voilà. Ensuite, quelques questions.
comment on fait justement l'ESS? Je pense qu'en 2019, on sait comment on le fait. Comprendre les enjeux, monsieur le maire, on les connaît, les enjeux. On les connaît. On est en 2019, des rapports, ils ont été sortis depuis des années. Donc, sur les inégalités, on les connaît. Encore hier, j'ai lu un article dans la presse sur les inégalités dans les voyages à l'étranger pour les jeunes. Il s'avère, comme par hasard, ceux qui ont accès le moins dans ce genre de cours à l'étranger, c'est encore les jeunes issus des quartiers. Donc, tous ces constats, on les connaît. La solution, elle est toute simple. Hein. C'est le nerf de la guerre, c'est les moyens. Sur l'ingénierie, effectivement, dans notre territoire, par exemple, comme Roubaix, l'ingénierie, en fait, on l'a sur place. On l'a. C'est pas pour être arrogant, mais on l'a. Par contre, les pépettes, comment on accède aux fonds qui sont aujourd'hui, comme je dis, Paris n'est pas la France. Il y a aussi des villes en province, notamment dans le Nord. Je pense que l'ESS, parce qu'en fait, on a parlé, pourquoi en fait on développe ça dans nos quartiers? C'est parce que nos gamins, en fait, n'ont pas accès aux emplois sur les secteurs classiques. Toutes ces discriminations et compagnie, et heureusement que l'ESS répond avec ses moyens sur cette thématique. Et je pense que l'ESS doit être un tremplin, toutes ces activités doivent être un tremplin vers de l'économie normale. Arrêtons avec cette idée de venir développer, je ne crache pas sur l'ESS, attention, il ne faut pas déformer mes mots, mais en fait, on peut développer, pourquoi on parle que d'économie sociale et solidaire dans les quartiers? Voilà, c'est une question que je pose. Et sur la ville de Roubaix, on a des projets, on voudrait aussi une école numérique, on est preneur. Donc comment on fait? Et aussi, voilà, on a des projets, par contre, voilà, les sous. Juste une précision, l'ESS, c'est 10% des emplois en général en France, pas spécifiquement dans les quartiers. Une dernière intervention et après on va être obligé de clore cette première séquence pour que les ateliers puissent se mettre en place. Allez, une de chaque, on vous fait courir, on prend les deux et vous y répondez. C'était juste une question de détail tout à l'heure pour M. Sicard. Vous avez dit un cycle que je ne connaissais pas, vous avez parlé d'une enveloppe de 80 millions d'euros. Il n'était pas utilisé, j'aimerais savoir où c'est. Les 90 millions d'ingénierie, dont 36 sont dépensés, où sont-ils? Crédit Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts a pris des engagements pour la politique de la ville il y a quelques années. On a une convention qui court jusqu'à la fin 2020. Dans le cadre de cette convention, la Caisse soutient l'ingénierie auprès des collectivités territoriales. Il y a une partie des crédits qui vont alors cela au fond. Les autres sont mobilisés dans le cadre des projets qui sont susceptibles de se développer dans le cadre des contrats de ville. Donc on peut toujours faire appel, effectivement, il reste des moyens sur cette ingénierie, donc on peut faire appel au crédit de la Caisse des dépôts pour pouvoir réfléchir à des projets. Alors, comme toujours, les crédits de la Caisse des dépôts ne sont pas mobilisables indépendamment de contrepartie. Il faut chercher un peu de crédit à côté. Mais c'est la Caisse des dépôts qui permet de faire de l'aide à l'ingénierie. D'accord. 36 millions. Après, la politique de la ville aussi fréquemment mobilisée. Roubaix de 26 millions, Roubaix. On a aussi la capacité à mobiliser 147 déconcentrés, donc étudier la politique de la ville déconcentrée au préfet des grandes villes, excusez-moi, pour mener des études. Il y a toujours un petit peu de marge, voilà. Donc, je résume, il y a à la fois effectivement cette ligne budgétaire de la Caisse des dépôts, qui n'est plus de 36 millions parce qu'une autre plus a été engagée, mais il y a aussi une partie du budget 147 qui peut être sollicitée pour faire de la recherche et développement, j'ai envie de dire. Une dernière intervention, dernière question, madame, exactement de l'autre côté, désolé, on vous fait courir. Et puis ensuite, on va laisser la place aux premiers ateliers. Bonjour, je m'appelle Fatima, je viens d'Arles, je me suis levée à 5h du matin pour venir vous voir, donc je vais me permettre de poser une question. J'ai créé un projet qui s'appelle l'Atelier de côté solidaire il y a 4 ans,
qui est né dans les quartiers d'Arles, donc c'est un quartier prioritaire, j'habitais moi-même ce quartier. À partir d'un constat tout simple, il faut travailler pour s'en sortir dans la ville, donc on a monté cette association. Et tout à l'heure, vous vous posiez la question de savoir le lien qu'il y avait entre l'ESS et la politique de la ville. Alors je vais vous parler en 2 mots de mon expérience, puisque étant fondatrice de cette association et du projet d'atelier Beauté sur Terre, on a été accompagné par l'ESS dans le cadre du montage du projet. Très rapidement pour les demandes de subventions, l'écriture du projet, etc. Et on s'est installé dans un quartier prioritaire de la ville puisqu'on pensait que les besoins étaient avérés particulièrement dans ce quartier. Ma question, c'est comment est-ce qu'on fait au bout de 4 ans, après avoir sollicité toutes les fondations, toutes les aides possibles et imaginables pour essayer de continuer notre action, sachant qu'on a des résultats, puisque dans le cadre de cet atelier de beauté solidaire, on prépare concrètement les gens aux entretiens d'embauche. On les coiffe, on les maquille, on les habille et surtout on les prépare sur la rencontre avec le recruteur. Donc concrètement, on a des résultats puisque les gens retrouvent du travail, mais au bout de 4 ans, on suffoque toujours à essayer de trouver des moyens pour continuer notre activité. Donc le après ESS, après politique de la ville, quelles sont les aides pour pouvoir faire en sorte que les activités se pérennisent sans avoir à travailler surtout que sur les financements? Puisque moi, quand j'ai créé ce projet avec les personnes qui m'ont accompagné, mon objectif, c'était de pouvoir redonner confiance aux personnes et non pas aller courir après des financements 24 heures sur 24. Merci. Ouais, je ne sais pas moi-même, c'est vraiment une question de modèle économique. Je vais essayer de répondre aux 2 questions simultanées. Sur le conseil, il n'y a pas de sujet, je pense qu'on est tous d'accord. Tu l'as très bien dit, de Roubaix. Ça arrive ici en Seine-Saint-Denis, moi c'est très tard pour moi, je suis d'accord avec ça. Sur les solutions, je me suis mal exprimé tout à l'heure sur la question des ressources. Ce que j'essaie de dire, c'est que sur nos territoires, il y aura toujours plus de besoins que de ressources que nous avons. C'est ça qu'il faut intégrer dans notre esprit. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Voilà. Et quand on se dit ça, ça veut dire que déjà, il faut qu'on explore nos pratiques de travail et nos modes de fonctionnement pour savoir qu'est-ce qu'on peut gagner en efficacité pour répondre aux enjeux du territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, le premier sujet qu'on doit avoir ici dans cette séance plénière, c'est pas la question des moyens financiers, c'est la question de comment on apprend à coopérer ensemble pour être plus efficace sur nos territoires. Enfin, c'est comme ça que moi je pose ma réflexion sur la réponse au territoire de la politique de la ville. Ensuite, par rapport à ce que tu viens de dire, on est clairement sur la question du modèle économique. Et en fait, selon les orientations, le choix et les choix que vous allez prendre, les modes de financement sont totalement différents. Un exemple très simple. Si tu fais du maquillage avec une volonté de l'ouvrir au public et que derrière ça, il y a une prestation de service et que tu touches du financement, ton modèle commence à changer. Si au contraire, tu veux que ce soit totalement gratuit et que c'est un service d'accompagnement divers et variés, bah, c'est de la subvention. Et donc, ça veut dire que chaque année, tu vas chercher de la subvention pour pouvoir le faire. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que la politique de la ville, notamment avec le contrat triennal dont vous avez parlé tout à l'heure, peut t'accompagner à stabiliser un projet pour faire de la cohésion sociale dans le quartier, ou faire de l'accompagnement à l'insertion, ou de l'accompagnement vers l'emploi sur un point spécifique. Mais l'ambition de ton projet ne peut pas être... Et ça, c'est difficile à entendre, parce que moi, je suis passé par là. Tu ne peux pas renvoyer la responsabilité aux institutions sur moi, voilà ce que j'ai envie de faire, mais financez-moi quoi. Pourquoi il n'y a pas les sous qui sont à côté? Parce que ce que je fais, c'est formidable et ça répond à un besoin. Ce que je te réponds par là, c'est que oui, ça répond à un besoin, c'est formidable, mais en fait, et là, je parle aux acteurs de l'ESS, ce qu'on nous, on doit savoir faire, c'est comprendre les orientations du territoire et les lignes de financement et intégrer dans nos projets ces lignes de financement pour pouvoir capter ces financements et répondre à nos besoins. Mais que du coup, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour trouver des équilibres. Je peux compléter, on va juste une remarque, et puis peut-être que cette conversation se poursuivra en tête à tête sur justement des questions autour du modèle économique qui ont été. Mais
d'autres un complément, et sans pouvoir répondre à la question de la personne frontale qui est sur la question économique. La question économique, les acteurs de l'ESS, il y a bien longtemps qui s'en sont saisis dans leur modèle. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que l'ESS fonctionne sur l'hybridation des ressources. L'hybridation des ressources, à savoir des parts de marché, des prestations de services, à savoir des financements publics. Et aussi une troisième polarité dont on n'a pas suffisamment parlé, c'est la réciprocité. C'est à travers ce triptyque-là que se développent les actions de l'économie sociale et solidaire. Et c'est à travers ce triptyque qu'on ne perd pas les valeurs. Mais on ne peut pas entendre dire aujourd'hui, de la part de l'acteur de la politique de la vie, qu'on ne sait pas continuer à la question économique. Ça, c'est inaudible pour nous. Ce sera. Allez partager cette conclusion. Voilà. Bon, ce sera une conclusion. Je vais demander à Pluricité, à notre entreprise, de